Bonjour Pascal, alors aujourd'hui nous sommes dans un espace qui a été transformé pour présenter une exposition donc, qui s'appelle Des images et des hommes bamiens de 20 ans après. À la fois parce qu'on commémore la destruction des Bouddhas de Bamiyan, donc le 11 mars 2001 déjà. Et puis en même temps, on ouvre cette exposition un petit peu plus tôt, le 24 février, alors on l'ouvre en ligne en fait, le 24 février 2021, et c'est aussi une date qui commémore la disparition en mer de deux personnages très importants, liés au musée, liés à Bamiyan, Joseph Aquin et son épouse Marie, qu'on appelait Ria, qui ont été les fouilleurs de Bamiyan dans les années 30. Ils sont morts tous les deux pour la France en 1941, ont été faits compagnons de l'Ordre de la Libération. Et on voulait évidemment, en amont même, à quelques jours près du 20e anniversaire de la destruction des Bouddhas, associer le souvenir des Aquins à cette exposition. Pour nous, ça porte un message, et je sais que c'est un message qui vous est particulièrement cher, qui est de ne pas s'enfoncer non plus uniquement dans la tristesse sur, je dirais, les affres des temps récents, des destructions, mais apporter aussi un message qui est un message de résistance. Et évidemment, la figure de Joseph et de Ria, qui sont archéologues et résistants, est une figure qui accompagne en filigrane pour nous l'exposition, qui parle aussi de la résistance, également des populations Hazara, donc qui sont des populations chiites à Bamiyan, qui est un lieu que vous avez beaucoup pratiqué, où vous êtes allé, que vous aimez. Et on tenait aussi beaucoup à montrer votre travail, qui est ce travail à la fois magnifique, je dirais, d'exaltation quand même de la beauté, de la dignité, de la force de cette falaise, et puis en même temps, une sorte de témoignage de résistance de l'image face à la destruction. Est-ce que ça dit à peu près ce qu'est votre travail, Pascal? Oui, c'est-à-dire, moi, ça me fait penser à les Aquins, moi, ça me fait penser à Rosa Luxembourg. Hein, j'étais, je suis, je serai. C'est la phrase qu'elle a dite avant d'être assassinée. Voilà, c'est-à-dire que la falaise de Bamiyan a été, elle est, elle sera. C'est-à-dire qu'il y a une capacité de résistance de la poussière même, voilà, à la barbarie, à la stupidité, à quelque chose qui malheureusement est de plus en plus présent. Et j'étais extrêmement ému effectivement de cet accompagnement entre les Aquins, parce que vous connaissez mon travail sur la résistance, le fait que j'ai fait le monument pour les fusillés du Mont Valérien. Donc pour moi cette période de la résistance, c'est justement une période absolument exemplaire, quand on est au fond du seau et que on tape du pied pour remonter, avec des gens admirables comme les Aquins. Voilà, il n'y a absolument rien à dire. Hein. Vous savez, des gens qui meurent en 41, c'est quand même, voilà, ils sont peu nombreux à avoir choisi ce camp-là. Donc, et justement, et le travail qu'ils avaient fait auparavant à Bamiyan, tout le travail d'archéologie, mais l'archéologie, c'est forcément, les archéologues sont des gens qui résistent. Parce qu'à un moment donné, il faut sortir les choses de terre. C'est lourd. Hein, prendre quelque chose dans la terre, en fait, la terre résiste. Et c'est pas que la terre qui résiste. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'effet physique de sortir l'objet. Mais ce qui résiste, c'est justement au fait d'exhumer quelque chose comme ça. C'est la volonté qui est invisible de cacher les choses. C'est intéressant ce que vous dites, parce que dans l'idée de ce qui est dévoilé en quelque sorte par l'archéologie, c'est presque un mouvement, je dirais, contre l'inexorable des temps. Le mouvement contre l'inexorable, en fait, il me semble que c'est effectivement ce qui anime
ce qui met en action évidemment Joseph Aquin, qui a été aussi un personnage exemplaire, je dirais, toute sa vie, puisque si on s'attarde un peu à l'histoire de ce personnage, alors c'est un jeune Français, en fait, devenu Français, il est luxembourgeois, qui vient d'un milieu modeste, qui va faire des études assez extraordinaires. D'abord, il passe son bac en 1905, alors ça ne dit plus rien aujourd'hui, mais il y a très 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 peu de gens qui passent leur bac à ce moment-là. Donc c'est déjà un parcours absolument inouï. Il va rentrer à l'Institut d'études politiques, qui était un institut qui venait d'être créé, enfin qui avait été créé après la défaite de 1870, je dirais, pour réarmer en quelque sorte moralement aussi les élites de la nation. Donc il rentre dans cette école, qui est une école très moderne à ce moment-là. Il est lui-même sorti d'ailleurs d'un lieu assez extraordinaire qui est Saint-Pierre de Dreux, où il reçoit l'enseignement de ce qu'on appelle les frères des écoles laïques. Donc un enseignement très modeste, très moderne, destiné aux enfants de milieux modestes. Et puis il va faire merveille, il va s'intéresser après ses études politiques. Donc on voit un intérêt, je dirais, un engagement très fort dès le départ. Il va s'intéresser à des choses assez inouïes, c'est-à-dire ce fils de cocher luxembourgeois, il va s'intéresser au Tibet. Donc il va rentrer dans des études extrêmement pointues, devenir orientaliste. Et évidemment, pendant le premier conflit mondial, il n'a pas fait son service militaire puisqu'il n'est pas français à ce moment-là. Devenu français, il ne va donc pas être intégré comme officier, ce qu'il aurait dû faire, ce qu'il aurait dû être puisqu'il était, bachelier. Et il va faire une carrière, enfin, si je puis dire, il va aller au feu dans des conditions de danger extrême. Il a 3 citations, il est gravement blessé, il en profite pour écrire sa thèse quand même, puis il va poursuivre son engagement jusque dans la guerre des Dardanelles. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est engagé au service de la France dès son plus jeune âge. Et il va réitérer en fait, quand la guerre commence, il est en poste, la Seconde Guerre, il est en poste en Afghanistan, et il va faire son ralliement immédiat au général de Gaulle, pendant qu'évidemment le régime de Vichy essaye de l'attirer dans ses filets, donc il refuse immédiatement, donc il est considéré comme traître à ce moment-là. Il choisit tout de suite, lui, son camp sans l'ombre d'une hésitation. Il fait son ralliement avec sa femme et Jean Carl, qui est un personnage important, l'ami de toujours, qui les suit partout. Il y a une dimension personnelle assez tragique aussi dans cette histoire, envoyé donc en mission par le général de Gaulle, personnage d'intellectuel qui se rallie très vite au général de Gaulle. C'est essentiel pour le général de Gaulle. C'est Joseph Aquin qui prononce le discours du 11 novembre sur les ondes de Radio Londres. Il est envoyé donc en mission avec son épouse et donc il meurt, il disparaît, leur bateau est torpillé le 24 février 1941. Et Jean Carl, qui les a suivis partout, qui était toutes les missions, qui est architecte, qui a fait un grand nombre des relevés des peintures de Bamiyan que nous voyons, que nous exposons là quasiment pour la première fois, enfin pas pour la première fois, ça a été exposé autrefois dans le musée, mais on ne les montrait plus guère. Alors c'est important parce que ça restitue évidemment ce qu'est cette falaise de Bamiyan. Jean Carl, donc, qui est l'auteur d'une grande partie de ces relevés, de désespoir, va se suicider. Voilà, ce qui est évidemment horriblement perçu en période de guerre, mais on va comprendre qu'effectivement, ça n'est pas, bien sûr, pour se tenir à distance du danger, mais c'est parce qu'il était si intimement lié, en fait, aux Aquin que réellement, il ne peut pas vivre sans eux. Alors, le musée a fait, il y a bien longtemps, mettre en place une stèle qui rend hommage à la fois aux Aquin ou à Jean Carl. C'est aussi une expression, évidemment, hommage à la résistance, encore une fois, et dans son sens le plus actuel. Donc c'est aussi une expression hommage aux populations de Bamiyan. C'est évidemment une expression hommage aux Aquin, à Jean Carl, et puis à tout ce travail sur la résistance, je dirais, du temps présent face à la mémoire, à la boue de la mémoire qui peut se défaire. On est en plus dans une géologie assez particulière à Bamiyan, puisque c'est une falaise de l'ouest de Limon en quelque sorte, et on voit sur l'extraordinaire photo dont vous allez nous parler, ce magnifique panorama que vous avez fait,
les traces de l'érosion de cette falaise. Donc il y a une destruction de main d'homme, évidemment, et d'ailleurs ancienne, que l'on aborde dans l'exposition, récente avec évidemment les exactions des talibans, et puis il y a la destruction inexorable produite en fait par l'érosion. Sur les Aquins, c'est-à-dire qu'en fait, je me rappelle très bien de discussions avec Robert Badinter, et il disait une chose qui m'avait frappé à l'époque, hein, on parle beaucoup des victimes et on ne parle pas assez des héros. Voilà, et je trouve que c'est une phrase à méditer, qui désigne tout simplement que le courage est quelque chose d'assez rare. Et dans notre époque où l'actualité du temps présent disparaît, avec le temps présent qui est celui de l'action, le courage disparaît aussi. Donc il y a quelque chose d'assez complexe dans notre époque. Hein, cette espèce d'immédiatité, de temps présent qui est omniprésent, qui n'est plus là, en fait, fait qu'on ne sait plus où est le courage et donc où est la lâcheté. À l'époque, on le savait. En fait, aujourd'hui aussi, on peut se douter où c'est que c'est l'un et l'autre d'ailleurs. Et cette question-là, en fait, de la résistance, quand on est face justement à la falaise de Bamiyan, elle se pose inexorablement, parce qu'en fait, cette espèce de fossile est une leçon sur la question de la résistance. Elle résiste malgré tout, c'est-à-dire elle résiste aux talibans, elle résiste au temps, elle résiste au changement climatique, elle peut pleurer, mais même si elle pleure, elle résiste. De toutes les façons, les larmes sont toujours des signes de résistance. Je crois que votre superbe travail photographique que vous avez fait montre aussi combien, vous le dites, la destruction n'a pas fait disparaître d'une certaine façon les Bouddhas. On le voit parce qu'en fait, ils dominent toujours en fait, la falaise. On voit le grand Bouddha là-bas. Ils dominent toujours la falaise par leur absence en fait. C'est assez incroyable. Ils ont une majestueuse absence, c'est-à-dire qu'ils sont en majesté. Hein. C'est-à-dire, de toute façon, vous savez, quand on arrive là-bas, on voit l'avion se pose et on les voit. C'est-à-dire, en fait, juste c'est une toute petite piste. Hein. On se pose, on les voit, et ils sont là, quoi. Ils sont là pour l'éternité. Hein. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'une très très grande force. Il y a un effet de sidération. Hein. On est devant quelque chose d'une beauté inouïe. Puisque bon, il y a cette espèce de coupe dans la falaise, hein, comme une espèce de plan, de panoramique, avec l'Hindu-Kush, les neiges éternelles. Enfin, on est au bord du monde. Il y a quelque chose où on est au bord du monde et en fait, c'est comme une espèce de vaisseau, voilà, comme ça, de vaisseau qui serait notre monde. Et avec ces centaines de grottes, je crois plus de 700 grottes, hein, qui nous regardent. C'est une partie de vie, et puis les gens qui vivent là-bas, c'est-à-dire les Hazaras qui sont en fait des gens qui nous ont suivis, accompagnés, les enfants, enfin cette espèce de vie très précaire, les gens qui font sécher les bousses de vache pour se chauffer, enfin une espèce de monde très simple, mais dans une beauté immortelle. Voilà. C'est-à-dire cette question de l'immortalité est absolument centrale. C'est-à-dire ce que nous dit Bamiyan, c'est que la civilisation sera immortelle malgré tout. Oui, c'est un message en ce moment à porter. On parle tellement de résilience constamment. C'est une image en fait de résilience, de force de la vie face à ce qui s'est passé, qui ne passe pas nécessairement par l'obligation entre guillemets de reconstruire les Bouddhas. Il y a eu beaucoup ce débat. Moi, pour ma part, je pense qu'il faut presque accepter la présence de la destruction qui a été, et en même temps la résistance, la force de la résistance, la présence de ces grandes effigies monumentales qui sont toujours là face à un monde, je dirais, qui s'active à ses pieds, voilà, de femmes qui font du vélo, qui font du ski, enfin, c'est quand même un lieu à part en Afghanistan, Bamiyan. Totalement à part, ouais. Et c'est cette question du vide hein, qui n'est pas... C'était assez frappant quand on voit, puisque les choses sont coordonnées, en tout cas, elles étaient tout à fait coordonnées et pensées entre le 11 mars et le 11 septembre et les Twin Towers, hein, les deux Twin Towers, les deux Bouddhas. Et je trouve que le monument qui a été fait à New York est un monument extrêmement important, justement, parce qu'en fait, il y a cette espèce de puits comme ça, qui est en symétrique, en fait, des Bouddhas. Hein. Ce sont que vous connaissez, ce sont des gigantesques puits sans fin. Et c'est tout à fait, que je trouve une réussite.
c'est très difficile dans le temps présent de réussir des choses de ce type-là. Mais voilà, il y a une immense présence du vide, mais le vide existe, il est intérieur. Voilà, donc j'espère que les visiteurs auront l'occasion de découvrir physiquement l'exposition, parce que le virtuel c'est bien, mais la présence, puisqu'il est beaucoup question de présence, c'est quand même irremplaçable, bien sûr. Et en tout cas, le musée lui aussi fait œuvre de résistance, de vie, d'action, et il continue à se mobiliser évidemment pendant tout ce temps de la fermeture. Nous sommes peut-être un peu dans les catacombes, mais nous en ressortirons plus forts, j'en suis sûre. Merci beaucoup Pascal. Merci Sophie.